La peine de mort, vous avez forcément un avis dessus. C'est la condamnation de justice qui fait le plus débat dans le monde. Alors que 142 pays l'ont abolie, 56 pays, et pas des moindres, la pratiquent encore. En France, ça fait plus de 40 ans qu'elle est abolie. Et pourtant, les Français ont toujours été majoritairement en sa faveur. En 1981, 69% étaient contre son abolition, et aujourd'hui, c'est 55% qui sont favorables à son rétablissement. Malgré cette majorité, elle reste interdite, démocratie représentative oblige. Et plus étonnant encore, c'est qu'après des heures de recherche sur l'internet français, je n'ai trouvé aucune vidéo, aucun article, aucun livre qui défendent la peine de mort. Bon, ok, il y a cette obscure vidéo YouTube. D'une façon, je serais pas... Ouais, moi aussi, je trouve que c'est pas cool. Bah oui, c'est sûr. Mais à part ça, rien. En revanche, des arguments contre la peine de mort, vous en avez des milliers. Articles, concours de l'État, vidéos sponsorisées. La peine de mort est systématiquement décrite comme une vengeance barbare, une sentence indigne, voire inhumaine. Bref. Tout semble indiquer qu'être pour la peine de mort, c'est mal. Oui, alors, je veux bien que ce soit mal, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que toutes les grandes puissances du monde l'appliquent? Est-ce que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon sont des pays arriérés? Est-ce qu'ils auraient un sens de la justice moins abouti que la nôtre? Pour l'instant, laissons ces questions de côté, je vais d'abord vous parler un petit peu de moi. Comme la majorité d'entre vous, j'ai reçu une éducation française. Depuis l'école, on m'a toujours donné beaucoup d'arguments contre la peine de mort. On m'a dit que c'était de la vengeance, que la vengeance n'était pas justice. On m'a dit que c'était immoral, que ça ne dissuadait pas les criminels. On m'a fait lire Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, où l'on voit toute l'horreur de l'attente de la mort. Figurez-vous que j'ai même dû écrire des textes notés en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et pourtant, au fond de moi, je me suis toujours posé cette terrible question, cette question qui fait frémir les bien-pensants. Est-ce que tout le monde mérite de vivre? Est-ce que tout le monde mérite de vivre? Et que vous le vouliez ou non, je n'ai jamais eu la grandeur d'âme ni l'hypocrisie de répondre à l'affirmative à cette question. Voilà pourquoi il fallait que je travaille sur ce sujet. Que je comprenne si j'étais, comme on entend en France, un barbare sanguinaire de penser une chose pareille, ou bien si, effectivement, considérer que certaines personnes ne méritent pas d'être en vie, ce n'est que justice. J'espère maintenant que vous comprenez mieux l'intérêt de cette vidéo. Ça vient d'un débat intérieur que je me suis longtemps fait. Est-ce qu'être pour la peine de mort, c'est juste? Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous connaissez déjà la réponse. Mais franchement, de ça, on s'en fiche pas mal, parce que ce qui compte, c'est pas ce que je pense de la peine de mort. Mais pourquoi est-ce que je le pense? Alors préparez-vous, car dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que l'école et l'État ne vous a jamais dit sur la peine capitale, quels sont les arguments pour la peine de mort, mais aussi contre, et pour ça, je serai accompagné de Nota Bene. Coucou. Ok, bon, je suis pas vraiment accompagné de Nota Bene, disons que je reprends juste sa vidéo où il argumente contre la peine de mort. En bref, vous allez découvrir pourquoi est-ce que je suis pour la peine de mort. Avant de mettre tout le monde d'accord sur la peine capitale, mes amis, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Kalos. Kalos, plus qu'une marque, c'est l'aventure que je vis avec mon frère et son équipe pour offrir aux Français et au monde une certaine idée de la France. Que ce soit les bijoux, couteaux, matériel de boxe ou les vêtements, chacun de ces articles reflète la volonté d'élever votre âme à un esprit traditionnel et aristocratique. Kalos n'a pas peur des détracteurs et ne baissera jamais son froc comme certains concurrents. C'est pourquoi la nouvelle gamme célèbre fièrement l'aigle impérial français. De l'intérieur, je vois le travail que représentent ces bijoux que je porte, ces couteaux que j'utilise, ce matériel de boxe qui m'accompagne dans mes entraînements. Je peux clairement vous dire que je suis fier d'être le partenaire de cette aventure. En rejoignant Kalos, vous m'aidez, vous aidez l'artisanat français, mais vous vous procurez surtout des produits dignes d'être portés. Alors rendez-vous sur le site Kalos France disponible en description et profitez de 10% de réduction avec le code France. Maintenant, reprenons sur la peine capitale. Commençons clairement. De quoi parle-t-on? La peine de mort, c'est une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. On l'inflige à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale incarnant la justice. Bien, donc selon la définition, s'il existe ne serait-ce qu'un crime qui d'après vous mérite d'être sanctionné de la mort, vous êtes comme moi pour la peine de mort. Ok, c'est très bien, mais c'est quoi le but de la justice? Je vous saoule un peu avec des définitions, mais tout le monde ne comprend pas le mot justice de la même façon. Donc pour la bonne compréhension de la vidéo, il me paraît essentiel que les mots que j'emploie soient les mêmes pour vous. La justice vise généralement à rétablir une sorte d'équilibre, à punir les coupables conformément à la loi et à réhabiliter ou dissuader les futurs comportements criminels. Ok, mais si on regarde bien cette définition, on voit deux aspects qui se distinguent. D'un côté, vous avez une justice qui rétablit un équilibre en punissant les coupables. Par exemple, c'est celle qui met en prison des criminels. Et de l'autre, une justice qui réhabilite. Celle-ci va aussi
punir, mais en responsabilisant le condamné, par exemple en lui donnant des travaux d'intérêt général. On va leur donner un nom à ces deux justices. L'une est rétributive, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça, et l'autre est réhabilitative. Alors pourquoi réhabilitative? Réhabilitative parce qu'elle se demande avant tout quelle est la meilleure manière de réinsérer le condamné dans la société. Pour ça, elle se concentre sur les causes sous-jacentes de la criminalité, cherchant à comprendre les causes qui ont mené l'individu à commettre le crime. Aujourd'hui, je pense que ça vous a pas échappé, la justice française est fan de cette approche. Par exemple, c'est au nom de la justice réhabilitative que des étrangers sont parfois punis de façon plus indulgente que des personnes insérées dans la société. On considère qu'envoyer en prison des gens peu insérés va encore plus les isoler. Il a tué cet homme de 43 coups de couteau et vient d'être libéré après seulement 1 an de prison, on vous raconte. Une décision incompréhensible pour la famille de la victime. Maxime Vacan, 27 ans, s'est fait poignarder en octobre 2022 près de Metz. Le tueur, âgé de 17 ans au moment des faits, a été interpellé rapidement par les gendarmes et mis en examen pour meurtre en octobre 2022. Placé en détention provisoire, il a été libéré sous contrôle judiciaire 1 an plus tard. Alors que pour d'autres, ça va juste les calmer. C'est également au nom de cette justice que la France a aboli la peine de mort. Et oui, qui est réhabilité si on peut jouer au bowling avec la tête du coupable. Au contraire, la justice rétributive, qu'on peut aussi appeler punitive, se demande comment assurer que le châtiment soit proportionnel au crime commis. C'est-à-dire qu'un trafiquant quelconque sera puni à une amende, un violeur à de la prison ferme et un meurtrier à la peine de mort. Ici, à la différence de la justice réhabilitative, le condamné est au dernier plan. L'accent est non pas mis sur sa réhabilitation, mais sur l'équilibre de la punition vis-à-vis du crime. Dans cette optique, le châtiment sert de leçon à la fois pour le coupable et pour la société. La peine capitale envoie un message limpide: si t'es un criminel, ça va barder. La justice rétributive, on la retrouve beaucoup à l'armée. Quand un soldat fait un pas de travers, la sanction est immédiate et toujours proportionnelle à l'écart commis. Cette justice met tout le monde sur un pied d'égalité. À mon sens, elle est la plus saine, car elle protège la société et les innocents. Mais sans la peine de mort, cette forme de justice ne peut pas fonctionner. Effectivement, comment créer un équilibre quand les pires meurtriers, les serial killers, les terroristes sont condamnés en soi à la même peine qu'un petit trafiquant, à de la prison? Si au moins les prisons étaient des lieux où la discipline et le travail régnaient. Or, c'est tout le contraire. Prenons l'exemple de Chokri Chafroud et Mohamed Grayeb, qui le 14 juillet 2016 ont foncé en camion bélier à près de 100 km/h sur la foule amassée promenade des Anglais à Nice. Quelques secondes plus tôt, des milliers de familles étaient venues voir le feu d'artifice de la fête nationale. Puis 1 minute plus tard, les terroristes tueront 11 enfants, des dizaines de mères, de pères, au total 86 morts et 458 blessés. Alors d'après vous, 86 morts, 458 blessés, que des innocents? Qu'est-ce que ça vaut leur vie? Eh bien figurez-vous que la justice française a tranché. Elles valent 18 ans. Eh oui, les 2 Tunisiens responsables de l'attentat de Nice ont été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Comme vous le voyez pour ce cas, mais aussi pour d'autres qu'on verra par la suite, le but de la justice française n'est pas de créer un équilibre, mais bien de réhabiliter à terme des individus qui sont pourtant d'affreux meurtriers d'innocents. Ah oui, et ces Tunisiens là, ils riaient à leur procès. Ils riaient à côté des familles des victimes. Comment accepter en tant que Français que ces hommes vont vivre grâce à nos impôts? Où est la justice pour les victimes et leurs familles? À vrai dire, tout ça reste très flou pour moi. Et ce genre de cas m'encourage à considérer la peine de mort comme un moindre mal face à la capacité de destruction de certains individus. Tout au long de la vidéo, je vais développer des arguments et contre-arguments sur la peine de mort. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous êtes pour ou contre. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche. Les anciens abonnés vous le diront, toutes mes vidéos sont très travaillées, vous en aurez pour votre temps. Bien, maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec le concept de justice réhabilitative et rétributive, on va pouvoir s'attaquer aux arguments que donnent les abolitionnistes contre la peine de mort. Pour ça, je vais me servir de différents extraits vidéo, dont notamment celle de Nota Bene. Dans cette vidéo illustrée, Nota Bene discrédite intégralement la peine de mort. Il donne une batterie d'arguments contre et dénonce les arguments pour. Ici, je vais débunker ces arguments car, bien que certains soient entendables, beaucoup sont des demi-vérités, voire carrément mensongers. Bref, c'est parti, premier argument. Pas la peine d'y aller par 4 chemins, c'est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Comme la torture, une exécution c'est une agression physique et mentale poussée à l'extrême. Ici, il n'y a pas vraiment d'argument, mais plutôt une critique générale de la peine de mort. Mais je tiens quand même à y répondre parce que je trouve que la critique est parfaitement abusive. Oui, la peine de mort est un châtiment extrême, mais il n'est ni cruel, ni inhumain. Et pas plus dégradant que la prison. Ce que je vais vous dire peut surprendre, voire même faire rire les abolitionnistes, mais en un sens, la peine est un respect de la vie. Oui, c'est paradoxal, mais c'est pourtant tout à fait cohérent. En punissant de mort les crimes les plus atroces comme la torture et le meurtre d'innocents, la société affirme la valeur inestimable de la vie de la victime. Je suis désolé, mais entrer dans une comptabilité macabre de combien vaut en argent ou en années de prison la vie d'une mère ou d'un enfant, n'est-ce pas plutôt ça qui est cruel
inhumain et véritablement dégradant pour les victimes et leurs familles? Pour le philosophe Kant, dans la métaphysique des mœurs, lorsqu'un individu commet un meurtre sur un innocent, il renonce de fait à ses droits en tant que membre de la société. Par conséquent, la société avait non seulement le droit, mais aussi l'obligation de punir le meurtrier de mort pour faire respecter la loi morale des hommes. Et Joseph de Maistre, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, ne dit pas mieux. En exécutant le criminel, la société réaffirme la sacralité de la vie humaine et la souveraineté de la loi morale et divine. Pour clore la question de l'immoralité de la peine de mort, parce que c'est ça qu'attaque Nota Bene quand il dit que c'est cruel et inhumain, tournons-nous du côté du christianisme. Si ça vous intéresse pas, je peux comprendre, mais pour moi la religion a toujours été à la pointe des questions morales, et prendre en compte cet avis sur la peine de mort peut en intéresser beaucoup. Lors de l'Exode, Dieu donne les tapes de la loi à Moïse. Le 5e des 10 commandements est on ne peut plus explicite. Il est écrit « tu ne tueras point ». Parfait, l'affaire est réglée. Le christianisme est contre la peine de mort. Eh bien non. Pas tout à fait. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, répond à ça en citant le chapitre 22 de l'Exode, où Dieu dit « Vous ne laisserez pas vivre les méchants ». Vous me direz, c'est pas logique, ou alors tout simplement c'est que Dieu se contredit. Eh bien non, répond Thomas d'Aquin. Car en vérité, le commandement « Tu ne tueras point », dans sa véritable traduction, n'est pas « Tu ne tueras point », mais « Tu ne commettras pas d'assassinat ». À la lumière de cette traduction, le commandement prend un autre sens. Il signifie en fait « Tu ne tueras pas l'innocent ». Ensuite, dans l'évangile au chapitre 18 de saint Matthieu, Jésus-Christ dit d'un homme qui aurait fait du mal à des petits-enfants, il serait préférable pour lui qu'on suspende à son cou une meule et qu'on le jette dans la mer. Ainsi, et depuis les premiers chrétiens, les catholiques ont toujours considéré la peine de mort comme un moindre mal pour la société. D'ailleurs, c'est tout à fait cohérent. Lorsqu'on croit à une vie après la mort, ça suppose logiquement que la peine capitale n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'autre. Par conséquent, la peine de mort est la dernière chance pour le condamné d'expier ses fautes dans sa vie terrestre. De plus, en condamnant à mort, la famille des victimes sont plus enclins à pardonner le coupable. En général, quand quelqu'un meurt, on lui pardonne beaucoup plus facilement ses fautes. Alors oui, c'est triste d'en arriver là, mais face à des crimes abominables, avec la peine de mort, l'État offre aux criminels une forme de rédemption. Petite mise à jour, en 2018, le pape François a rompu avec 2000 ans d'histoire en déclarant la peine de mort comme inadmissible. Mais curieusement, je vais plutôt me fier à Thomas d'Aquin ou Jean-Paul II pour les affaires éthiques. Donc à l'invective, est-ce que la peine de mort est cruelle, inhumaine et dégradante? Eh bien je répondrai que si elle est appliquée sur une personne qui a assassiné des innocents, la peine de mort est une sentence juste et morale. Elle est juste car elle équilibre le préjudice et la peine, et elle est morale parce qu'elle sacralise la vie qui a été volée, la vie des innocents. Nota Bene dit ensuite « La peine de mort, c'est une solution brutale et simpliste qui ne fournit qu'une réponse superficielle à la souffrance de la famille de la victime. » Alors là, c'est lunaire. La peine de mort ne fournirait qu'une réponse superficielle à la souffrance de la famille de la victime? Mais alors dans ce cas, la prison, ça fournit quoi à la famille des victimes? Comment pouvons-nous sérieusement croire que la souffrance du père de famille qui a perdu sa fille au Bataclan, elle sera moins superficielle parce que le meurtrier dort dans une cellule? Ce que je trouve vraiment aberrant avec beaucoup d'arguments contre la peine de mort, c'est qu'on ne parle jamais de l'alternative, qui est la prison. Et quand on regarde plus près, on se rend compte que beaucoup de leurs arguments marchent également pour le cas de la prison. Ici, Nota Bene a eu vraiment tort de parler de la famille des victimes. Parce que si je devais marteler un argument en faveur de la peine de mort, ce serait bien celui de la justice pour les victimes. Je vais clarifier un point. Seuls ceux qui ont vécu la perte d'un proche à cause d'un criminel peuvent véritablement ressentir l'indescriptible douleur que cette perte leur inflige. Mais cela dit, si l'on essaye ne serait-ce qu'une minute de se mettre à leur place, la dernière chose que je voudrais avoir à penser, c'est comment se porte le meurtrier, s'il mange bien en prison ou même s'il y souffre. Je ne voudrais tout simplement n'avoir que mon deuil à faire et que cette personne qui m'a retiré un être cher n'existe tout simplement plus. Cette pensée, c'est pas uniquement la mienne, c'est celle de milliers de lettres et déclarations des familles des victimes pour des procès qui ont eu lieu aux États-Unis. Mais cette pensée, c'est également celle des parents de Muriel et Ingrid. En 1991, Christian Van Geloven va commettre les plus ignobles sévices puis tuer 2 petites filles. Il sera condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Période de sûreté qui a été réduite à 25 ans aujourd'hui. Oui, car en France, c'est extrêmement rare que le condamné à perpétuité finisse vraiment sa vie en prison. En 2011, le meurtrier décède d'un cancer. Les parents de Muriel et Ingrid ont déclaré dans plusieurs médias qu'ils se sont angoissés pendant 20 ans. 20 longues années où le monstre qui leur a privé de leur fille coulait des jours enfermés, mais tranquille en prison. À la mort du meurtrier, les parents se sont dit soulagés, qu'ils pouvaient enfin tourner la page en quelque sorte. Le père avoua aussi que depuis le jour de la sentence, il s'était préparé. Quand le monstre qui avait volé la vie et le bonheur d'une famille sortira, il le tuerait de ses propres mains. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir d'enfants pour comprendre et même approuver la volonté du père quand la justice est si mal rendue. Des envies de meurtre. Voilà l'ultime traumatisme que provoque l'incarcération d'ordures. Non, la peine de mort ne ferait jamais revenir la victime, mais elle permet de faire un véritable deuil pour les familles.
c'est bien ce que la justice leur doit. À cet égard, le philosophe Hegel, dans Principe de la philosophie du droit, considère la peine de mort comme une nécessité absolue. Pour lui, le meurtre constitue une négation de la victime en tant qu'être libre et rationnel. Les sociétés passées étaient certes globalement plus violentes que la nôtre, notamment avec l'omniprésence de la guerre sur le territoire, mais les philosophes n'ont pas arbitrairement pris le parti de la peine de mort parce que œil pour œil, dent pour dent. C'est une question qu'ils ont mûrie pour cerner son intérêt concret dans la société. Aujourd'hui, il existe encore des meurtres odieux, une violence ambiante, gratuite, qui ne cesse d'augmenter dans notre pays. Si l'État cesse, comme c'est le cas aujourd'hui, de punir de peine de mort ces individus, c'est qu'il manque gravement de considération pour les victimes et leurs familles. Mais certains me répondraient comme Nota Bene. En même temps, je les connais les arguments pour justifier toute cette horreur. Aucun ne tient debout. C'est une façon de se faire justice ? On parle de vengeance, une vendetta quoi, eh bien non. L'élimination d'un meurtrier n'a jamais réparé son crime, ni ressuscité sa victime. Bon, là, on a plusieurs choses intéressantes. Déjà, Nota Bene nous dit que la peine de mort n'est pas justice, mais vengeance. C'est une terrible vendetta. Mais Nota Bene, enfermer quelqu'un pendant 20 ans, si tu ne t'appelles pas l'État, t'appelles ça comment? Ce n'est pas de la vengeance pour toi, ça aussi? D'ailleurs, c'est le thème d'un très bon film coréen. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le recommande chaudement. Bref, donc tout ça pour dire que ce qui différencie une vengeance de la justice, c'est que ceux qui rendent le verdict parlent non pas exclusivement au nom de la victime ou au nom du coupable, mais parlent au nom de l'État. Car comme vous le savez, l'État, c'est le détenteur de la violence légitime. Tu vois, Nota Bene, le fait qu'on enferme quelqu'un plutôt qu'on le condamne à mort, ça ne transforme pas d'un coup, comme par magie, de la vengeance en justice. D'ailleurs, si les familles des victimes voulaient véritablement se venger face à l'assassin de leurs enfants, qui peut vraiment croire qu'ils donneraient une petite piqûre pour l'endormir, une petite piqûre pour rien sentir, puis une dernière pour arrêter le cœur? S'ils voulaient vraiment se venger, est-ce que tu crois que Pierre Palmade serait en train de flex en boîte de nuit sous bracelet? Bah non, Nota Bene. La famille te ferait un remake de la fin de Braveheart dans une cave jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pour ça que la peine de mort n'a rien à voir avec de la vengeance. Car ici, la mort est donnée afin d'éviter les souffrances aux condamnés. Petite anecdote, la France a été le premier pays du monde à interdire la torture, et ce qu'en 1780 sous Louis XVI. Ce qui veut dire qu'avant cette date, des monstres comme celle qui a tué la petite Lola auraient été roués de coups de bâton par petits et grands en place publique. Attention, je ne défends pas ça, et pour être franc, je trouve ça indigne de l'humanité. Mais même ça, ce n'est pas de la vengeance. Donc voilà, l'argument bou bou bou, c'est de la vengeance. Bah non, Nota Bene, non. Et ensuite là, qu'est-ce qu'il nous dit? L'élimination d'un meurtrier n'a jamais réparé son crime, ni ressuscité sa victime. Tuer les agresseurs n'est pas défendre les agressés. Bon bah là c'est pareil. Est-ce que les mettre en prison, c'est défendre les agressés? Est-ce que les mettre en prison, c'est réparer son crime? Non. Et absolument personne ne dit que condamner à mort l'assassin va ramener la victime. Allez, continuons. Il paraîtrait qu'elle est dissuasive. Les chiffres sont parlants. L'existence de la peine de mort ne réduit pas plus le nombre de crimes que l'abolition de la croix. Non, là tu mens, Nota Bene. Affirmer que la peine de mort n'a aucun effet sur la criminalité est un mensonge. Depuis un demi-siècle, une bataille de statistiques a lieu pour savoir si la peine de mort est dissuasive ou non. Et aujourd'hui encore, les résultats ne sont pas probants ni pour les pros ni pour les anti-peines de mort. En revanche, des centaines et des centaines de témoignages semblent indiquer que ça aiderait la famille des victimes à envisager l'avenir plus sereinement. En gros, la peine de mort permettrait de faire un deuil plus serein pour la famille. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que de nombreux États comme l'Oregon ou le Michigan avaient aboli la peine de mort dans les années 50, puis rétabli dans les années 70, dû à la hausse de la criminalité. Aujourd'hui, aux USA, une douzaine d'États ont aboli la peine de mort. Certains, en raison de la recrudescence de la criminalité, après l'avoir abolie, l'ont rétablie. Pour les plus intéressés et qui lisent l'anglais, je vous mets en description des études chiffrées qui tendent à dire que la peine de mort est dissuasive, mais comprenez que je n'ai pas envie de rentrer dans une bataille de chiffres qui serait pénible autant pour moi que pour vous. En revanche, je crois que penser que la peine de mort est dissuasive, ça tient du bon sens, et je vais vous prouver pourquoi. Les philosophes Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes, qui pourtant avaient une vision diamétralement opposée de l'homme, croyaient tous les deux que la peine de mort avait un effet dissuasif. Pour Hobbes, dans son œuvre majeure Le Léviathan, il considère que dans l'état de nature, la vie humaine était majoritairement solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Dans cette perspective, les hommes se soumettent à un contrat social, à un État qui a le droit absolu de punir les transgressions, et ce, même de mort. La peine de mort serait alors un moyen efficace de dissuasion. La peur innée de l'homme pour la mort découragerait une majorité à commettre des crimes. Et c'est parfaitement logique, parce que si la peine de mort n'était pas dissuasive, aucune peine ne le serait. À cet argument, voici ce que répond Robert Badinter, le grand ministre de la Justice qui a aboli la peine de mort sous Mitterrand. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact.
Ici, Badinter met en avant la bravoure des hommes face à l'ultime sacrifice et ajoute que même chez un potentiel criminel, lorsqu'il est comme possédé par une passion, rien n'arrêtera son geste, ni la peur de la justice, ni celle de la mort. Je suis d'accord avec lui quand il dit que la peur de la mort n'arrête pas des hommes. Oui, elle n'arrête pas les plus braves. Elle n'arrête pas Hector aux portes de Troie face au demi-dieu Achille. Oui, elle n'arrête pas les plus fous. Elle n'arrête pas Charles Manson dans la maison de Polanski. Mais en vérité, combien d'hommes se retiennent face à la mort? Ce thème est parfaitement abordé dans la fable du Grand La Fontaine, La mort et le bûcheron. C'est l'histoire d'un bûcheron à qui la vie ne fait pas de cadeau. Et alors qu'il ramène chez lui pour la 1000e fois un énorme sac de bois sur son dos abîmé, il songe aux corvées qui l'attendent, à l'impôt, à la guerre et au final, il appelle la mort parce que sa vie n'est que souffrance. Il va en finir. La mort arrive et demande au bûcheron « Tu m'as appelé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et là, le bûcheron, il se chie dessus. Il finit par dire « Ouais, non, mais t'inquiète, c'est juste que le bois est lourd, allez, aide-moi à le porter. » Maintenant, écoutez bien la morale parce que je pense que c'est la meilleure réponse qu'on pourrait lui donner à Badinter. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Avec cette morale, La Fontaine démontre que la mort reste la plus grande peur de l'homme. Alors oui, je veux bien entendre que la peur de la mort n'arrête pas des hommes. Et pour ce qui est de l'homme avec un H majuscule, la peine de mort peut en faire reculer plus d'un. Ensuite, que nous dit Nota Bene, sans oublier le contexte d'exécuter un innocent. Et oui, car l'être humain est faillible, le risque de commettre une erreur judiciaire est toujours présent. Et une fois que l'exécution a eu lieu, eh bien, impossible de faire marche arrière. j'ai beaucoup de mal avec cet argument car personnellement je défends une peine de mort restreinte à des cas où l'erreur n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est des situations où les preuves sont tellement abondantes que le doute n'est tout simplement pas permis. Alors on me répondra sûrement que le risque d'erreur ne tombe jamais vraiment à zéro. À cet argument, je répondrai qu'en plus d'une peine de mort restreinte aux crimes les plus abominables, une peine restreinte au cas où la marge d'erreur est inférieure à 0,001%, j'ajouterai que les moyens dont disposent les enquêteurs aujourd'hui laissent quasiment aucun doute sur le coupable. D'autant que ces fameuses grandes affaires où un suspect condamné à mort s'avérait être innocent datent majoritairement d'époques où les moyens scientifiques étaient plus que douteux. Aujourd'hui, grâce aux empreintes digitales, à l'ADN, la marge d'erreur est quasiment inexistante. Et de toute façon, cette question est un peu hors sujet, étant donné que même dans les cas où toutes les preuves indiqueraient qu'un suspect a, disons, kidnappé et enlevé la vie à des centaines de petites filles, les anti-peines de mort s'opposeront quand même à le condamner à mort. Amnesty International est contre la peine de mort en toutes circonstances, sans exception, c'est-à-dire que la personne soit innocente ou coupable, quel que soit le crime qui a été commis, quel que soit l'accusé et quelle que soit la méthode utilisée. De plus, en gardant en vie les meurtriers, au final, c'est encore plus de gens qui sont tués. Que ce soit les autres prisonniers, les gardiens de prison, les innocents en dehors en cas d'évasion ou de libération hâtive. Nota Bene se moque de cet argument qui est pourtant capital. La peine de mort empêcherait la récidive? Ah, c'est clair, mais à quel prix? Et quelle brutale simplification! Une politique judiciaire ne peut pas tabler sur le seul fait que les morts ne peuvent plus commettre de crimes. Ça repose sur l'hypothèse que l'État peut déterminer, lors de la sentence, quels prisonniers vont récidiver, ce qui suppose que l'humain est une mécanique prévisible. Effectivement, l'humain n'est pas une mécanique prévisible. Oui, on ne pouvait pas prédire que Pierre Bodin, après de nombreuses violences et agressions sexuelles, soit emprisonné, ressorte, puis tue, revienne et tire sur des policiers, puis soit condamné à 28 ans de réclusion criminelle, sorte au bout de 8 ans, 8 ans pour bonne conduite, puis retue et revient 3 femmes. Non, effectivement, Nota Bene, l'humain n'est pas une mécanique prévisible. Mais il y a quand même des cas où, excuse-moi de le penser, a priori, ça pue la récidive. Hélas, le taux de récidive chez les meurtriers est dissimulé en France. Il est décrit comme rare par l'État. Mais lorsque ça arrive, et ça arrive comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on dit à la famille des victimes? Oui, c'est vrai qu'il avait violé et tué plusieurs personnes, oui, dont des enfants, oui, d'accord, mais... je sais pas, cette fois-ci, il avait vraiment l'air sympa. Attention, je suis certainement pas en train de dire que tous les meurtriers doivent être condamnés à mort. Je pense même que la majorité d'entre eux méritent uniquement de la prison, voire même, dans des cas très précis de légitime défense, juste du sursis peut largement suffire. Mais il existe des cas Nota Bene, où le pourcentage de récidive est tellement élevé qu'au nom des innocents, la justice ne doit pas prendre le risque. Le dernier point qu'on va aborder, c'est le coût économique d'un prisonnier. Nota Bene n'en parle pas, et vous allez très vite comprendre pourquoi. En France, on estime que nourrir, loger et encadrer un prisonnier coûte aux contribuables 35 000 € par an. Généralement, les meurtriers qui, avant l'abolition, auraient été punis de mort, sont dans des prisons de haute sécurité. On estime que le coût d'un prisonnier dans une prison de haute sécurité est 2 à 3 fois plus élevé qu'un prisonnier lambda. Ce qui signifie par exemple, tenez-vous bien, que Salah Abdeslam, l'un des terroristes du Bataclan, incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis décembre 2015, a coûté aux contribuables français pas moins de 720 000 €. Ne trouvez-vous pas ça profondément indécent qu'une partie des impôts des familles des victimes servent à mettre de la nourriture dans l'assiette de l'assassin de leurs enfants? Moi, je vous laisse méditer là-dessus.
Finalement, 40 ans après l'abolition de la peine de mort en France, il est difficile de dire si les effets sont véritablement positifs pour la société. Les meurtriers de victimes innocentes ont certes une deuxième chance, mais la méritent-ils tous vraiment? Est-ce que les abolitionnistes auraient emprisonné Eichmann, l'un des plus grands organisateurs de l'extermination des Juifs? Considérait-il comme juste que l'État prenne en charge l'être qui leur a privé de leur mère, de leur frère ou de leur fils? Non, la peine de mort est loin d'être la solution parfaite. Peut-être même qu'elle ne fera pas baisser la criminalité. Mais elle reste le dernier recours pour les plus grands crimes. Elle est la sentence ultime, celle qui prouve que la vie d'un innocent n'a pas de prix. Depuis trop longtemps, la justice française est dominée par un souci de réhabilitation des criminels. Elle fait tout réinsérer, aménager, arranger certains criminels, tout en plaçant la victime en porte-à-faux. Alors je veux bien que la mort ne fait pas peur à certains, mais si c'est le cas, que dire de la prison qui est une immense farce pour d'autres qui n'hésitent pas à planter aveuglément des innocents avec la conviction que rien ne leur arrivera? Je comprends les abolitionnistes. Commettre un homicide au nom du peuple est une immense responsabilité pour un tribunal. Mais laisser la vie à des hommes qui l'ont volé à des innocents, qui rigolent au visage des familles des victimes et qui probablement, une fois dehors, recommenceront ce cycle de violence, n'est-ce pas ça le véritable crime? Je suis pour la peine de mort parce qu'elle est un exemple pour les criminels, parce qu'elle apaise un tant soit peu le cœur des familles et qu'elle équilibre le préjudice à l'encontre de la société. Alors quand j'entends Nota Bene nous dire Il faudra m'expliquer après, droit dans les yeux, ce qui justifie de faire ça à un autre être humain. Eh bien droit dans les yeux, quand un homme roule en camion sur des centaines d'innocents, quand il tire sur une foule dans un concert ou quand il tue aveuglément l'innocent, il n'est que justice que cet homme perde la vie. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et merci à Kalos de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique pour vos idées de cadeaux de Noël. Pensez à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires pour me dire si vous pensez que la peine de mort est juste ou si au contraire on a bien fait de l'abolir. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à mettre la cloche. Pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, je mets mon lien Tipeee en description. Merci à tous mes tipeurs. Sinon, on devrait se retrouver avec une nouvelle vidéo juste après Noël. Donc, mes amis, joyeux Noël.